proposer A comme agréable pour débuter un abécédaire concernant la beauté, c'est poser une question qui est de savoir si le plaisir esthétique, à savoir le plaisir que nous éprouvons lorsque nous faisons une expérience de la beauté, c'est-à-dire lorsque nous jugeons une chose ou un être, peu importe, bel ou beau, il s'agit de savoir si ce plaisir est un plaisir particulier, voire singulier, ou si c'est un plaisir comme les autres. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut confondre ou non, identifier ou non le beau et l'agréable? Alors, si on convient assez facilement que ce qui est agréable n'est pas nécessairement beau, c'est plus difficile dans le sens inverse, si vous voulez. C'est plus difficile de distinguer le beau de l'agréable. Pensez, pour le premier cas de figure, je sais pas moi, sans vouloir vous vexer, mais pensez à votre tenue favorite de maison, vous voyez, à votre jogging préféré, vous allez sans doute le trouver agréable, de là à le juger beau et à oser le porter aux yeux des autres, permettez-moi d'avoir un doute. Concernant le second cas de figure, on peut penser à cette nouvelle mode qui consiste, quand on veut souhaiter une journée agréable aux autres, à souhaiter belle journée. Alors, vous voyez, cette difficulté à distinguer le beau et l'agréable, elle a une raison. Elle a une raison, c'est que dans les deux cas, nous éprouvons un plaisir, mais en plus nous jugeons en fonction de ce plaisir. Et dans les deux cas, en fonction d'un plaisir sensible. C'est-à-dire que le plaisir esthétique, c'est la raison pour laquelle le plaisir esthétique est extrêmement subjectif, que la beauté n'est pas dans les choses, mais elle tient à la relation que nous entretenons avec elle, et donc elle tient à l'effet que ces choses font sur nous. Cela dit, on peut essayer quand même, vous voyez, d'approfondir les choses, c'est-à-dire il y a peut-être quand même des expériences qui nous invitent à défendre cette distinction du beau et de l'agréable. Alors on peut en rester, permettez-moi de rester assez prosaïque, et d'en rester au stade vestimentaire. On peut penser à la haute couture. Bon, on se dit c'est beau, mais c'est immétable, ça va gratter, ça va chatouiller, ça va, voilà, oui, ça sera difficile à porter, sans penser à la haute couture. D'ailleurs, il suffit de penser à une paire de talons. Enfin, je peux trouver ça très beau, j'en ai jamais porté. Enfin, voilà. Et on peut aussi faire référence à des choses toutes simples. Un ciel d'orage, on peut le juger magnifique. C'est pas pour autant qu'on a envie, si vous voulez, de se le prendre sur la tête. Donc on fait bien là une différence entre ce qui est beau et agréable. Et si notre existence n'est pas une vallée de larmes, si nous ne rencontrons pas simplement des choses qui ne sont ni belles ni désagréables, et bien même quand on rencontre des choses qu'on juge à la fois belles et agréables, il y a on fait l'expérience d'un tiraillement. Enfin, il est possible de faire l'expérience d'un tiraillement. Pensons au gourmet, qui est à la fois gourmand et gastronome. Ben, le gourmet, c'est super, hein, c'est beau, et le plat est beau et agréable. Mais en même temps, du coup, il est tiraillé, parce que comme il est gourmand, il a envie de le manger, mais comme il est esthète et gastronome, il a envie de le préserver. Donc on voit bien que nous sommes capables de faire cette distinction. Cela dit, vous pourriez me dire, voilà, là, vous êtes un peu, vous faites de la rhétorique, madame, vous voyez, parce qu'en fait, derrière cette distinction du beau et de l'agréable, c'est une distinction d'essence. Les chaussures à talons, elles sont agréables à la vue, désagréables au toucher. Le gourmet, c'est agréable au goût, au sens strict, mais c'est du point de vue de la vue, vous voyez, il y a le toucher et la vue qui entreraient en jeu. Cela dit, il y a un grand philosophe qui est Kant, qui dans la critique de la faculté de juger, au paragraphe 7, très exactement, invite à considérer qu'il y a quand même peut-être un bon argument pour dire qu'il est possible de soutenir cette distinction. En effet, il dit qu'il fait remarquer une chose, c'est que quand on juge qu'une chose est agréable, on accepte assez facilement que les autres ne partagent pas nos goûts. Vous voyez, on n'en prend pas un ombrage absolument majeur, et on est volontiers dans ce cas-là relativiste. Alors que quand on juge une chose belle, on a envie que les autres partagent notre jugement. On se dit qu'ils devraient juger cette chose belle autant que nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là de très paradoxal, c'est-à-dire que dans un jugement qui est extrêmement subjectif,
il y a, dit Kant, une prétention à l'universalité. Pas seulement au partage, mais même à l'universalité de ce partage. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas seulement que, à des occasions différentes, nous sommes capables de ressentir le même type de sentiment, mais que, à la même occasion, c'est-à-dire pour la même chose, nous devrions avoir tous le même jugement. Alors c'est quand même très étonnant. Alors, Kant, toujours dans le paragraphe 7, je suis désolé, le temps m'empêche de lire le texte, au paragraphe suivant, il dit, il y a peut-être une explication à ça. C'est que ce plaisir paradoxal est paradoxal parce qu'il y a parce qu'on peut distinguer au fond deux grandes modalités du plaisir. Il ne s'agit pas de distinguer différents types d'objets. Vous voyez, dire, il y a des objets qui seraient agréables, je sais pas, le hamburger par exemple, et puis des objets qui seraient beaux, vous voyez, un opéra, le grand art classique, etc. Non, c'est-à-dire, même un hamburger, en fait, je peux le juger selon, pour dire les choses simplement, de deux angles différents. Et à son propos, je peux éprouver deux types de plaisirs différents. Alors, quels sont ces deux types ? Premier type de plaisir, je juge en fait ce qui me plaît, ce qui me procure du plaisir, c'est de constater, comment dire, l'adéquation effective de l'objet avec mes goûts ou avec mes désirs. Vous voyez, c'est un peu, pour reprendre une expression d'Emmanuel Levinas, ce qui se passe quand, tout d'un coup, dans le réel, je me sens comme un poisson dans l'eau. Et ce qui est agréable, c'est pas seulement que j'aime telle ou telle chose, mais que je fais l'expérience de la rencontrer dans le réel. Et c'est à ce moment-là que je vais dire, ah, c'est bon. Vous voyez ? Ça, c'est un plaisir. Donc, dans ce cas-là, je prends plaisir à l'existence même de la chose. Alors, attention, je dis bien que, vous voyez, c'est une modalité particulière du plaisir. Et ça peut valoir pour n'importe quel objet. Parce que, par exemple, si j'aime les œuvres symétriques, et je suis très calé en histoire des arts, je dis, pour moi, le beau, c'est le symétrique, etc. Bon. Eh bien, et si je vais au musée, puis que je constate qu'il y a plein d'œuvres symétriques, ben ça va être plaisant. Mais c'est un plaisir qui sera encore de l'ordre de l'agréable. Parce que ce qui va me plaire, c'est simplement de constater que le réel correspond à mes goûts. Et je suis alors dans le musée comme un poisson dans l'eau. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça me convient. Bon. Ce plaisir, il est très plaisant, comme n'importe quel plaisir, mais sensible, c'est un plaisir très important, mais c'est un plaisir qui est éphémère. C'est un plaisir qui est éphémère parce que c'est un plaisir qui correspond au fond à la réalisation d'un désir. Or, nous savons malheureusement que réalisation du désir et satisfaction du désir ne concordent pas forcément. Du coup, nous sommes portés à la répétition. C'est-à-dire que je vais peut-être changer d'objet, vous voyez. Je veux dire, je vais être très content, mais je vais avoir besoin de renouveler cette expérience de l'adéquation entre moi et le monde. Et du coup, en raison de ce caractère éphémère du plaisir. Donc on est là, un plaisir qui répond au fond à une logique de la consommation. Une logique de la consommation, alors non pas parce comme quand je mange le hamburger disparaît, vous voyez, et que c'est pas seulement ça, c'est logique de la consommation au sens où j'ai besoin, pour que le plaisir perdure, de passer d'un objet à l'autre, de renouveler l'expérience de l'agréable. Bon, mais ce que fait remarquer Kant, c'est que le plaisir esthétique, il est peut-être un peu différent, parce que ce serait, dit-il, un plaisir qui n'est pas lié à nos inclinations. Alors, nos inclinations, c'est mes goûts, mes désirs, vous voyez. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, quand je juge qu'une chose est belle, je juge indépendamment de ses inclinations, c'est-à-dire que mon plaisir est désintéressé. Alors, un plaisir désintéressé, c'est pour le moins étonnant, vous voyez. Mais ce que dit Kant, c'est que l'expérience du plaisir esthétique nous fait penser que cela est possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce qui me procure du plaisir, c'est pas tant l'existence de la chose. Alors, bien sûr, pour que je juge une chose belle, il faut bien qu'elle existe. Mais ce n'est pas cette existence qui est la cause de mon plaisir. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le plaisir, je le tire simplement de la perception elle-même de la chose, pour elle-même, en quelque sorte. De son apparence, et même peut-on dire peut-être plutôt de son apparaître. Vous
voyez, c'est un plaisir. Alors, quand on dit c'est un plaisir formel, mais attention, la forme, c'est pas la figure, vous voyez, parce que vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que vous dites là? Tout à l'heure, vous nous avez dit que quand je jugeais en fonction de la symétrie et que je constatais que des œuvres étaient symétriques, j'étais très contente et que c'était agréable. Alors, c'est pas la forme en ce sens-là, vous voyez, parce que là, je suis encore dans l'agréable. C'est la forme au sens de la pure forme, c'est-à-dire que vraiment, le plaisir est pris c'est un plaisir de la perception elle-même de la chose, et non pas de son adéquation, vous voyez, avec des attentes, des inclinations, des désirs, plus ou moins conscients d'ailleurs, hein, mais le pur apparaître de la chose. Alors là, ça veut dire qu'on n'est plus dans une logique de la consommation, mais on est dans une logique de la contemplation. On peut mettre ces mots pour distinguer ces deux modalités du désir. Alors, on va se dire, ah bah oui, ça c'est intéressant, vous voyez, c'est cette explication de la distinction entre deux types de plaisir. Alors, c'est-à-dire que ces deux types de plaisir, vous voyez, ça peut être à propos de hamburger, vous voyez, on n'a pas besoin de prendre une grande œuvre d'art du tout pour distinguer ces deux types de plaisir. Le hamburger, soit je le regarde avec les yeux du désir, soit, eh bien, j'arrive, en quelque sorte, à goûter l'apparaître du désir, l'apparaître non pas du désir, excusez-moi, mais du hamburger. Vous voyez. Bon, quand je pense que ce que je suis en train de dire est filmé, enregistré, bon, vous voyez, donc il n'y a pas, ce serait pas des types d'objets, vous voyez, à distinguer une plus ou moins haute culture qui ferait qu'on serait plus ou moins esthète. L'esthète, il peut l'être au quotidien et sans nécessairement aller dans les musées ou à l'Institut national d'histoire des arts. Bon. Cela dit, donc faut être content de cette explication, seulement il y a une objection. Il y a une objection, il y en a plusieurs, mais il y a une objection massive à ce type de distinction, c'est une objection qui nous vient de la sociologie. Parce que le sociologue, pardonnez-moi le raccourci, le sociologue, il va dire, oui, mais en fait, quand vous jugez qu'une chose est belle, vous jugez en fonction des critères, vous voyez, qui sont socialement construits, socialement hérités. Vous voyez, vous jugez que cette chose belle parce que il est à la mode de penser que ce qui est beau, c'est ce qui est symétrique, par exemple. Bon. Sauf que ce que je viens d'expliquer permet de répondre à cette objection. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que, justement, quand je fais vraiment une expérience esthétique, j'abandonne le jugement en fonction de critères préétablis. Je goûte la pure apparaître de la chose. Oui, mais bon, le sociologue, il est plus redoutable que ça, et il formule une objection qui est plus radicale et qu'il faut prendre au sérieux. C'est que ce que nous dit le sociologue, et notamment Bourdieu, par exemple, dès L'amour de l'art, qui est une enquête sur les relations entre les musées et leur public, il nous dit, oui, mais c'est plus compliqué, chers amis philosophes, c'est que la capacité même à goûter l'apparaître du hamburger, excusez-moi, mais on peut penser que, vous voyez, on est un peu au comble du snobisme. C'est-à-dire qu'il faut être capable, si vous voulez, il faut être capable de se prêter à cette libre perception et qu'elle tombe pas du ciel et qu'elle est le fruit d'une éducation. Si elle est le fruit d'une éducation, vous voyez, cette capacité à goûter librement l'apparaître des choses, où qu'on soit, même à McDonald's, elle est socialement construite. Et si elle est socialement construite, c'est peut-être qu'elle répond elle-même à des attentes. Et à des attentes d'autant plus dangereuses qu'elle prétend ne pas en être. Parce que dans ce cas-là, on fait croire que cette capacité, elle est spontanée, et celui qui se trouve tout d'un coup étranger face à des œuvres, et à qui on a dit, mais non, tu devrais goûter spontanément l'apparaître du hamburger, vous voyez, il va se sentir humilié. Et donc, au fond, ce que dit le sociologue, ce que dit Bourdieu, c'est que derrière cette distinction du beau et de l'agréable, en fait, il y a une logique, qui est loin d'être neutre, qui est une logique, au fond, qui permet de réserver le plaisir esthétique à quelques apifiaux, et à entrer, à faire le jeu d'une logique de domination sociale par la culture. Cela dit, alors cette objection, elle est massive et il faut la prendre au sérieux, on ne peut pas la rejeter d'un revers de main, mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est que peut-être que Pierre Bourdieu et un certain nombre de sociologues ne voient pas qu'ils peuvent précisément trouver dans la distinction du beau et de l'agréable, telle qu'elle est présentée par Kant dans la critique de la faculté de juger,
contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, leur meilleur allié. Parce que, en effet, il faut, si on la comprend bien, cette distinction, et si on comprend bien cette distinction, eh bien, on peut dire deux choses. La première, c'est que, en fait, quand je juge belle une chose et que j'ai l'impression que les autres devraient partager, c'est une prétention. Mais c'est une prétention, c'est-à-dire c'est une exigence. Je me dis, en droit, n'importe qui pourrait être capable de juger esthétiquement telle chose. Vous voyez, librement, indépendamment de mes critères. En droit. Mais si je sais que c'est en droit, je sais bien que c'est pas en fait. Et que dans les faits, nous n'allons pas être d'accord parce que dans les faits, ce qui règne, c'est le déterminisme social, bien évidemment. Mais ça veut dire que, bien sûr, je sais que ce qui est en droit n'est pas inné. Et quand nous disons que les hommes naissent libres et égaux, on prétend pas qu'ils le sont spontanément. Vous voyez, quand on dit naissent libres et égaux en droit, pardon, on prétend pas qu'ils le sont spontanément. On sait très bien que ce qui règne, c'est le déterminisme, c'est la servitude, l'aliénation, etc. Sous ces multiples formes plus ou moins subtiles. Donc, ça veut dire que, dans ce cas-là, ce qu'il y a à penser, c'est l'éducation, bien sûr. Vous voyez, c'est que cette distinction, elle invite à penser une éducation qui soit une éducation à la liberté. Vous voyez, qui soit une éducation, c'est-à-dire qu'éduquer. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation artistique ou esthétique? Ce n'est pas apprendre que le beau, c'est tel ou tel critère et en faire l'histoire. Et c'est un professeur d'histoire des arts qui vous dit cela. Vous voyez, mais c'est précisément tenter de rendre possible ce rapport particulier aux choses les plus simples, les plus prosaïques, mais aussi aux œuvres d'art. Vous voyez, et penser une éducation. Alors, quelle serait cette éducation? Je suis obligé de laisser cette question de côté. Mais vous voyez, c'est ce qu'on peut répondre aux sociologues, c'est que bien sûr, il ne faut pas confondre ce qui est de droit et ce qui est inné. Ce n'est pas du tout ce que veut dire Kant. Kant va dire que spontanément, nous sommes capables d'une appréciation esthétique. Mais qu'en droit, chacun peut l'être. Et puis, il y a une seconde chose, à mon avis, qui est importante à rappeler, pour bien comprendre cette distinction, c'est que parce que l'objection peut revenir, parce qu'en disant, oui, mais si vous dites n'importe quel homme en droit est capable de juger esthétiquement d'une chose, ça veut dire que vous présupposez une nature humaine, une définition de la nature humaine, et on sait combien les définitions de la nature humaine sont dangereuses, parce que ça permet de dire tel ou tel n'est pas un homme. Donc c'est dangereux de présupposer. Vous voyez, une telle définition en disant être un homme, c'est posséder telle ou telle capacité, et notamment la capacité de juger esthétiquement, etc. Cela dit, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que je crois que cette expérience esthétique que nous pouvons faire à propos des choses les plus simples, c'est que elle est formidable au sens où elle nous fait sentir dans ce qu'il y a de plus subjectif, de plus sensible, de plus singulier, que nous devrions pouvoir malgré tout partager quelque chose avec les autres. Mais le partager au cœur même, si vous voulez, de la diversité des goûts, donc de la diversité des cultures. Et que, en fait, justement, je n'ai pas besoin d'avoir une idée de la nature humaine pour me dire que je pourrais partager les choses avec tel ou tel. C'est-à-dire que cette expérience, d'une certaine façon, elle nous délivre de la nécessité de concevoir une nature humaine. Et je dirais, mais peut-être que c'est un peu inconsidéré, mais sous l'enthousiasme, voilà, de présentation devant un tel public déchaîné, j'irais jusqu'à dire que peut-être cette expérience, elle délivre l'anthropologie de la nécessité, vous voyez, d'un concept de nature humaine. Et je crois que c'est là tout son intérêt, et qu'au lieu d'être, si vous voulez, le rouage le plus subtil et le plus fourbe de l'idéologie, elle est peut-être, si on la pense bien, le moyen de nous en délivrer. Je vous remercie pour votre attention.